Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo qui va me permettre de vous partager ma vision autour du TK11. Ma précédente vidéo sur le sujet a suscité beaucoup de réactions et de débats au sein de la communauté. J'ai lu tous vos commentaires, j'y ai également répondu et je pense utile d'aller peut-être un peu plus loin dans l'analyse. Ce que je vais vous livrer ici, c'est donc un regard personnel, nourri à la fois par mes propres recherches, mes échanges avec Quan Sheng, mon recul sur 18 mois de développement sur l'UVK5 et l'ensemble des retours que j'ai pu lire et entendre ici ou là. Pour bien comprendre, je pense qu'il est utile de revenir sur l'historique de l'UVK5. À l'origine, l'UVK5 n'avait rien d'exceptionnel, hein. C'est un poste banal, un petit talkie-walkie chinois, comme on en trouve des dizaines sur le marché, ni mauvais, ni remarquable, bref, comme je vous l'ai souvent dit dans mes vidéos, un poste quelconque à 20 euros. Du reste, il aurait sans doute connu une existence discrète sans jamais susciter un réel engouement, si ce n'est qu'un événement décisif a tout changé. L'initiative d'une personne assez discrète, dont je vous ai néanmoins déjà parlé, un certain Dual Tachyon. Dual Tachyon, développeur de génie, a publié le code source du firmware d'usine sous licence Apache 2.0. Et à partir de ce moment-là, tout a basculé. Son apport, et il faut le dire, est littéralement colossal. La communauté lui doit énormément, et moi le premier. Grâce à son initiative, l'UVK5 est passé d'un simple poste low-cost et anonyme à une véritable plateforme ouverte, hackable et modifiable quasi à volonté. Très vite, le code a été disséqué, forqué, enrichi et amélioré. Une poignée de développeurs se sont transformés en contributeurs, créant des firmwares alternatifs autour de différentes thématiques. Ceci a littéralement métamorphosé l'appareil, aussi bien sur le plan fonctionnel qu'ergonomique. Le support de Chirp, la rédaction de documentation, la production de tutoriels et de vidéos, la création de groupes dédiés sur les réseaux sociaux sont venus compléter cet effort jusqu'à constituer un véritable écosystème, une réelle communauté. Peu à peu, l'UVK5 s'est imposé comme un modèle reconnu et apprécié aussi bien chez les radioamateurs que parmi les passionnés de bidouilles. Mais comprenez-le bien, ce succès, Quan Sheng ne l'avait absolument pas anticipé. C'est un accident industriel heureux, ni plus ni moins. Il a été rendu possible par la générosité et le génie de Dual Tachyon, et par la créativité d'une communauté passionnée. Et oui, disons-le, la trajectoire suivie par l'UVK5 n'est rien d'autre qu'une anomalie dans la matrice. Puis est arrivé le TK11. Sur le papier, il devait être quelque part le successeur de l'UVK5, et il devait également prolonger l'aventure. Mais cette fois, Quan Sheng a verrouillé l'appareil, rendant a priori et jusqu'à présent impossible toute modification du firmware. Et là, c'est la douche froide. La communauté a ressenti frustration et désarroi. En tout cas, une partie d'entre elles. Parce qu'en vérité, il faut bien le dire, le TK11 n'apporte pas suffisamment de nouveautés techniques pour compenser cette fermeture. Sans ouverture logicielle, il redevient un talkie-walkie parmi d'autres, perdu dans une offre déjà saturée. Alors pourquoi ce verrouillage? Pour comprendre, il faut par exemple regarder du côté des contraintes. Un firmware ouvert pose de véritables problèmes réglementaires. La FCC aux États-Unis, ou la norme CE en Europe, impose des certifications strictes. Un poste trop facilement modifiable pourrait permettre d'émettre hors des bandes autorisées, d'augmenter la puissance au-delà des limites légales, ou de contourner certaines restrictions. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dû moi-même retirer certaines fonctionnalités de mon propre firmware. Elles étaient tout simplement contraires à certaines législations. Du point de vue d'un fabricant, c'est un risque juridique énorme, sans parler du support. Si un poste modifié se met à dysfonctionner,
l'utilisateur se retournera naturellement vers Quansheng, qui n'a pourtant aucune maîtrise sur un firmware communautaire. Leur logique est donc compréhensible, verrouiller, c'est aussi se protéger. Il faut aussi rappeler que passer d'un modèle fermé à un modèle ouvert, ce n'est pas anodin. C'est un virage idéologique et stratégique majeur. Dans le monde du logiciel, on oppose encore aujourd'hui l'approche propriétaire, longtemps incarnée par Microsoft, à celle du logiciel libre. Ce sont deux visions et deux modèles économiques différents. Basculer de l'un à l'autre n'a rien de simple. C'est un choix qui engage autant l'image de marque que la stratégie de développement et la relation avec les utilisateurs. Mais en verrouillant le TK11, Quansheng a donc brisé ce qui faisait la force inattendue de l'UVK5. Son ouverture, sa capacité à fédérer une communauté mondiale et à susciter un enthousiasme rare. Ils ont repris le contrôle, certes, mais au prix d'un retour à la banalité. Résultat, beaucoup moins d'engouement, moins de visibilité, moins de ventes, et une déception proportionnelle à l'immense enthousiasme qu'avait provoqué l'UVK5. Toutefois, Quansheng n'ignore pas cet état de fait. Gardez-le bien en tête, mais les échanges que j'ai avec eux laissent entendre qu'ils en sont parfaitement conscients. L'envoi de version open du TK11 à quelques développeurs, ou encore les discussions actuelles autour du changement de microcontrôleur prévu pour l'UVK1 en sont clairement les signes. Je n'ai pas d'exemple d'autres fabricants de matériel radio ayant ce type de relation avec la communauté des développeurs et des hackers. Personnellement, j'ai déjà échangé avec des marques comme Yaesu ou Icom pour leur faire remonter des idées ou des suggestions. La réponse a toujours été la même, polie, mais simple. Merci de votre intérêt, veuillez consulter la documentation. Rien de plus. Et puis il faut aussi rappeler une chose importante. Personne n'a été trompé ou volé dans cette histoire. L'UVK5, à 20 €, a largement tenu ses promesses de postes entrée de gamme. Tout ce que la communauté a construit par-dessus, les firmware alternatifs, les outils comme Chirp, les fonctionnalités inédites, c'est du bonus. C'est juste un cadeau tombé du ciel. Et c'était inattendu. Quansheng n'a jamais vendu de rêve, ni laissé miroiter une quelconque ouverture logicielle officielle. Quant au TK11, ils ne l'ont jamais présenté autrement que pour ce qu'il est, un poste quadriband, low cost. Si déception il y a, elle vient surtout de nos attentes, créées par accident par le succès inattendu du Quansheng UV-K5. En résumé, l'UV-K5 a connu un destin hors norme grâce à une circonstance exceptionnelle. La publication du code source par les travaux du génial Dual Tachyon et l'engagement d'une communauté dynamique et passionnée. Le TK11, lui, nous ramène à une certaine normalité, celle des postes verrouillés, à l'image de tous les autres fabricants de matériel radio. La vraie question pour Quansheng est désormais la suivante. Veulent-ils rester un fabricant de Toki comme les autres, quelconque et interchangeable, ou vont-ils comprendre que leur notoriété, ils la doivent à cette ouverture accidentelle et tenter de trouver un équilibre entre innovation communautaire et contraintes réglementaires? L'avenir, peut-être avec l'UVK1, nous dira quelle voie ils auront choisi. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté et merci pour votre soutien indéfectible. Je tenais vraiment à vous partager cette analyse qui n'engage que moi. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous trouverez une description. Et sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, amusez-vous, bricolez, préparez votre certificat d'opérateur radio, et on se retrouvera à l'occasion d'une nouvelle vidéo quand j'aurai des choses à peu près intelligentes et réfléchies à vous dire. D'ici là, 73 à toutes et à tous, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.